Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des 100 questions du capital investissement, toujours en compagnie de Farid Bonfdel, notre expert qui nous accompagne depuis le début pour parler de ce secteur passionnant. Et aujourd'hui, on va vous parler de la documentation juridique d'une transaction de capital investissement. Et vu qu'on fait les choses bien dans cette émission, eh bien, on s'est adressé à un spécialiste, un expert. Il s'agit de Monsieur Hassim Boukhris, qui est un avocat d'affaires spécialiste des deals en capital d'investissement pour nous accompagner dans cette capsule. Maître, bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci de nous accueillir. Merci à vous. J'espère qu'on pourra vous accueillir à plusieurs reprises d'ailleurs pour commenter tout ce qui se passe dans ce marché très passionnant qui se développe. Alors, on a beaucoup parlé de la partie business, de la partie transactionnelle, des TRI, de la rentabilité de ce type d'opération, du contexte et aussi des perspectives de ce marché du capital investissement. Aujourd'hui, on va s'adresser à ce sujet, on va adresser ce sujet très particulier qui est celui de la documentation juridique. Alors, je commence par vous mettre, si vous le permettez, dans une opération de capital investissement. À quel moment intervient l'avocat d'affaires? Quel est le rôle que vous jouez, vous, dans le deal? Alors, on intervient généralement après la lettre d'intention. Maintenant, je pense qu'on devrait plus intervenir bien avant. Un, pour la rédaction elle-même de la lettre d'intention. Et après, après la rédaction de la lettre d'intention, on intervient pour la due diligence juridique, pour tout ce qui est audit juridique, qui est pour moi l'une des étapes les plus importantes parce qu'elle conditionne toute la rédaction de la documentation qui suit, même si on a tendance à l'oublier. Et après, on intervient effectivement au niveau de la rédaction du pacte d'actionnaires, de la négociation des termes du pacte d'actionnaires, et ainsi que dans la rédaction d'un protocole d'investissement avec une garantie d'actifs et de passifs éventuellement. Ce n'est pas toujours le cas, mais majoritairement, quand on rentre sur des participations existantes qui ont déjà une activité, effectivement, une garantie d'actifs et de passifs est toujours là. Après, ce sont les montants qui sont négociés à l'intérieur qui peuvent changer. Alors, on essaiera de détailler tout cela par la suite. Alors, vous avez évoqué le pacte d'actionnaires. Farid, on en a parlé quelques fois de ce pacte d'actionnaires. Pourquoi il est important d'avoir un bon pacte d'actionnaires entre la société de gestion et l'actionnaire? Merci Adil. Alors, contrairement au statut qui est un contrat qui est public, le pacte d'actionnaires, c'est un document privé qui est confidentiel. On n'est pas obligé de l'enregistrer publiquement. Et c'est un document qui est signé entre l'investisseur ou un groupe d'investisseurs qui sont généralement des actionnaires minoritaires et les actionnaires historiques, ou plusieurs actionnaires historiques qui sont généralement des actionnaires majoritaires. Ce pacte d'actionnaires, c'est un ensemble de clauses qu'on peut répartir en trois familles. Il y a des clauses organisationnelles, il y a des clauses financières, il y a des clauses liées à la liquidité et à la sortie de l'investisseur. Quand on prend la première famille, on trouve tout ce qui est clauses liées à la gouvernance. La nomination des administrateurs, la composition du conseil d'administration, les règles de vote, les décisions importantes qu'on a vues précédemment. Pour la deuxième famille, ce sont les clauses financières. Et là, c'est des clauses liées à la distribution de dividendes, qui est le pourcentage de résultats à distribuer chaque année. Parfois, on trouvera des clauses d'ajustement de prix, parfois des clauses liées à la valorisation. Si on va accueillir un nouvel investisseur durant cette période, à quelle valeur il va rentrer. Donc, on met en place des clauses liées aux conditions financières de l'entrée d'un nouvel investisseur. La troisième famille, ce sont les clauses liées à la liquidité et à la sortie de l'investisseur. La sortie, donc on se met d'accord sur quelle option. Est-ce qu'on va sortir à travers une cession totale ou cession majoritaire, ou bien via une introduction en bourse, ou bien via sur le marché secondaire, c'est-à-dire vendre à un autre fonds d'investissement ou un autre investissement financier. Et dans cette famille, on trouve aussi des clauses liées au transfert des actions. Par exemple, la clause d'inaliénabilité, donc c'est une limitation de le temps de transfert des actions. Comme on peut trouver aussi des clauses liées à tout ce qui est tag along et drag along. Donc c'est des clauses au profit des actionnaires minoritaires
pour leur permettre de sortir soit conjointement, soit totalement en cas de sortie. Très bien, très bien. Alors, maître, on a entendu le pacte d'actionnaires n'est pas un document public, on n'est pas obligé de le déposer. Est-ce qu'il garantit quand même une certaine protection pour le fonds, et c'est oui, lesquelles? Alors en fait, d'une manière générale, un pacte d'actionnaires, c'est un contrat entre deux parties. Donc, qui dit contrat, c'est-à-dire qu'il y a des obligations réciproques des deux parties, et c'est fait pour protéger pas qu'un investisseur ou un fonds d'investissement, mais y compris l'autre partie, parce que le fonds s'engage en vertu de ce pacte dans certains cas, si ces clauses ne sont pas dans un protocole d'investissement, déjà à investir. D'accord. Donc il y a des engagements aussi qui peuvent être dans un pacte d'actionnaires du côté fonds d'investissement. Pas forcément que pour les promoteurs d'une cible ou d'une participation. Après, est-ce qu'ils protègent ou pas? Cela dépend de beaucoup de choses, parce que si vous avez par exemple la clause d'inaliénabilité, aujourd'hui on a une seule forme de société qui permet d'intégrer ce type de clause dans les statuts. Laquelle? C'est la SAS. Aujourd'hui, bon, on a quand même, et je pense que beaucoup les professionnels du capital investissement ont bataillé pour introduire ce type de société sur le marché marocain, et c'était une bonne chose. Mais à date, on ne voit pas encore sa prolifération. Et elle reste un peu méconnue, on n'en parle pas. Donc c'est cette forme de société qui, à mon avis, il faudrait développer pour accorder plus de protection pour les pactes. Parce que, quand je vous dis, quand vous avez la SAS, c'est la seule loi, ou c'est la seule forme sociale où la loi permet d'introduire des clauses d'exclusion des actionnaires, ou qui permet d'introduire des clauses d'inaliénabilité des actions pour une durée de 10 ans. Aujourd'hui, ils sont intégrés dans les pactes d'actionnaires pour d'autres formes sociales, mais quelle est la sanction du non-respect de cette clause? Donc, dans une SAS, ça peut avoir une efficacité. Dans d'autres formes, il y a toujours un point d'interrogation, parce que heureusement qu'il y a beaucoup moins de contentieux, il n'y a presque pas de contentieux dans le domaine des fonds d'investissement. Et c'est là où, pour moi, ce n'est pas très efficace dans une forme sociale, si ce n'est que dans la SAS pour ce type de clause. Après, voilà, il y a d'autres clauses qui vont être analysées au cas par cas, mais il y a, d'une manière générale, on parle pas d'inefficacité, mais je ne dirais pas qu'ils sont inefficaces, mais la plupart des engagements qui sont inclus dans des pactes actionnaires, c'est plus des engagements, des obligations de donner qui se rejouent généralement en dommages et intérêts et non pas en exécution forcée. Je vois. Voilà. Après, on peut introduire des clauses d'exécution forcée dans des pactes d'actionnaires qui sont plus ou moins efficaces ou pas efficaces selon la rédaction qu'on a. Très bien, très clair. D'où l'importance justement d'être bien accompagné dans ce type d'opération. Alors, on a parlé du pacte d'actionnaires, il y a également la garantie d'actifs passifs. Quelques mots là-dessus, Farid. À quoi elle sert là aussi cette garantie? Oui. Alors, quand un entrepreneur demande un crédit à une banque, la banque demande une garantie réelle. Donc, ça peut être une hypothèque sur un bien foncier qui appartient soit à la société, soit à l'entrepreneur, ou bien un nantissement sur un fonds de commerce ou sur des titres de participation. Dans le cas d'une opération de capital investisseur, donc l'investisseur il demande la signature d'une convention de garantie d'actifs et de passifs. C'est un contrat garantissant l'authenticité des éléments comptables de la société. Donc l'investisseur, quand il rentre sur la base d'une valorisation, et cette valorisation est calculée sur la base du bilan de la société. On l'appelle GAP, donc garantie d'actifs et de passifs. Il est là pour protéger l'investisseur en cas d'augmentation de passifs ou bien diminution d'actifs ou des actifs surestimés par une indemnisation. Et bien sûr, toujours si le fait générateur de cette augmentation de passifs ou diminution d'actifs revient à des années antérieures à la date de la transaction. Le cas le plus pratique au Maroc, c'est quand un investisseur entre dans une entreprise, il y a un contrôle fiscal juste après son entrée. Donc là, dès qu'on a le montant du redressement fiscal, donc soit
l'entrepreneur, il va indemniser la société, donc il va injecter en fonds propres 100% du montant qui a été payé à l'administration fiscale, ou bien il va prendre le pourcentage de détention de l'investisseur et il va payer directement l'investisseur. Très clair. Est-ce que c'est obligatoire de signer cette garantie, maître? Est-ce qu'on peut avoir des deals où pas besoin de la signer? Alors, en fait, c'est possible, mais permettez-moi de revenir encore à cette histoire de due deal. En fait, la garantie d'activité de passif, elle est intimement liée, associée à l'audit qui est fait préalable. Alors, je ne parle pas que de l'audit juridique, hein, je parle de l'audit juridique, comptable, financier, qui peut être même technique. Des fois, quand on investit dans des projets miniers, il y a des audits techniques à faire. Quand on investit dans des projets innovants, il y a des audits à faire pour voir est-ce que les codes sources sont bien déposés, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans les codes, ainsi de suite. Et d'un point de vue, si je me limite uniquement à l'audit juridique, aujourd'hui, dans toutes les déclarations, dans toutes les garanties d'activité passive, on est à ce qu'on appelle les garanties déclaratives. Et dans ces garanties, on va déclarer que les codes sources sont bien déposés au nom de la société, que les marques sont bien déposées au nom de la société. Et là, c'est là où on revient encore à cette histoire d'audit juridique, c'est que on retrouve dans certains cas que soit la société n'a pas déposé ses biens, parce que c'est des actifs immatériels qui n'ont pas été déposés au nom de la société, mais qui sont plus déposés au nom de l'associé initial. Des fois, les codes sources n'ont pas été déposés du tout. Et donc aujourd'hui, quand des fois on veut aller vite, on va mettre des obligations dans le pacte d'actionnaires sur le promoteur de dire il faut qu'il dépose ses marques au nom de la société dans un délai de temps et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans la garantie, on va se protéger si demain ces actifs ne sont pas déposés ou si demain on a des personnes qui prétendent être propriétaires de ces codes sources ou de ces marques. Oui. Parce que si ces marques et ces codes sources ne sont plus propriétés de la société, bien sûr, la valeur de la société, elle va baisser et l'investisseur aura surpayé la participation. Et c'est là où on parlait de remboursement par rapport à ce qui a été investi par l'investisseur. Soit à la société, bien entendu, soit à l'investisseur lui-même. D'un point de vue, est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire quand on est des fois dans des créations. Ce n'est pas forcément le cas. Si on est sur une création, mais là on est en capital risque, capital investissement. Voilà, exactement. Donc en fait, on part d'une idée, donc il n'y a rien d'existant, il n'y a pas de risque fiscal, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Donc rien, il n'y a pas de sujet. Mais en revanche, assez souvent, effectivement, elle est là, et elle est là pour protéger, comme a dit Farid, sur la valeur de la boîte. Hein. Parce que la seule chose, c'est que juste pour ne pas induire en erreur tout le monde, c'est par rapport, l'exemple peut-être donné par la banque n'est pas tout à fait pertinent, parce que la banque, elle rembourse sans argent, elle garantit sans argent. Alors que là, on ne garantit pas notre argent. On garantit la valeur de l'entreprise par rapport au prix de cette entreprise. Parce que si demain, il y a un redressement fiscal, c'est la valeur de l'entreprise qui passe. Donc une garantie d'actifs ne permet pas de rembourser l'argent d'un prêt, mais c'est plus pour garantir une valeur. Voilà, donc après, est-ce que c'est efficace ou pas? Ça, c'est un autre sujet, parce que généralement, les garanties d'actifs passifs sont conclues avec des personnes physiques. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément un actif immobilier comme c'est le cas de la banque. Alors, et c'était d'ailleurs ma dernière question. Partant de votre expérience, vous avez travaillé et conclu plusieurs deals. Est-ce qu'on peut négocier ces garanties comme on le fait par exemple sur la valorisation à un certain moment? Est-ce qu'on s'assoit autour de la table avec le fonds, on peut dire je peux donner une garantie sur ça mais pas sur ça? Est-ce que c'est des choses qui se font ou est-ce que le fonds arrive avec ses conditions? J'ai besoin de telle et telle garantie et l'investisseur ne peut que accepter ça, l'entrepreneur? Non, je pense que depuis 7-8 ans, on assiste quand même à une maturité du marché et qui est une très bonne chose, c'est que la plupart des promoteurs sont accompagnés par des cabinets de la place et que c'est une très très bonne chose parce que ça permet qu'il y ait un échange entre le promoteur et le fonds et ces garanties sont de plus en plus négociées par les promoteurs et ces négociations portent généralement pas sur qu'est-ce que je donne comme garantie. C'est plutôt sur quoi je donne des garanties, mais c'est les montants.
c'est les montants en jeu. Les montants en jeu, et la durée. Est-ce qu'on donne une garantie sur une durée de 2 ans, sur une durée qui va sur la prescription fiscale et sociale et ainsi de suite? Est-ce que je vais la plafonner à un risque qui est identifié ou un risque qui n'est pas identifié? Et là, c'est vrai qu'en pratique, on a souvent tendance à... pour moi, quand un risque, il est certain, il n'y a plus à l'intégrer dans la garantie d'actifs et de passifs. En fait, c'est la valo qui doit être discutée. Mais lorsque le risque il est incertain, oui, quand le risque il est incertain, il faudrait, parce que peut-être que je n'aurai jamais de contrôle fiscal, peut-être. Donc là, ça peut rentrer dans la garantie. Et des fois, malheureusement, on essaie de négocier des risques qui sont certains dans la gamme. Et ça, les promoteurs essaient souvent de négocier ce type de choses, mais je pense que c'est des choses qui impactent tout de suite la valo et n'ont pas à être négociées. Un complément, Adil, sur ta question concernant la GAP, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Il y a des situations où on peut ne pas faire appel à la GAP. C'est le cas d'une transaction qui se fait sur le marché secondaire. Vous avez un fonds d'investissement qui va vendre à un autre investisseur financier et on peut se mettre d'accord sur un prix de transaction qui prend en compte les risques ou les engagements incertains futurs. L'autre cas, c'est qu'on peut faire appel à une assurance. C'est une assurance qui vient couvrir le risque éventuel du nouvel actionnaire qui va rentrer dans l'entreprise. Donc, ce sont des cas où on peut ne pas faire appel à une convention de garantie. Cette assurance existe au Maroc? Alors, on passe par des courtiers marocains, mais les compagnies d'assurance, ce sont des compagnies d'assurance internationales. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. Maître Hatim Boukhres, avocat d'affaires et spécialiste du private equity. J'espère qu'on pourra vous recevoir dans de prochains épisodes pour continuer à parler de ces sujets passionnants. Merci à vous. Merci Farid et à la prochaine. À la prochaine. Merci.